Bonsoir, bonsoir. Alors le 3-2-1, il était chelou son 3-2-1 à Zadi. Il y avait 3-2. Éclaté au sol. Bon, c'est bon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est notre rendez-vous. Salut, il y a aussi quelqu'un qui vient d'arriver. Tu vas bien? Ça va? Tranquille? Au calme? C'est notre rendez-vous de la semaine hebdomadaire. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Samir en chemise, lunettes et tout, préparé. C'est parce que tu fais ta chronique, c'est ça? Oui, entre autres, mais bon, t'inquiète, on garde toujours les fondamentaux. Aïe, 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 aïe. Mais quel BG. Ouais. Tu connaissais ce t-shirt? Ah, bah oui, bien sûr. T-shirt. Ah, ouais. Violence policière, Ah, vous pouvez apparemment. télécharger Attendez, l'application. vous m'entendez bien ou vous m'entendez pas bien, les gens? Peut-être qu'il faut mettre plus fort le son. Mettez plus fort. J'ai aussi le plaisir de recevoir Monsieur Monsieur Samir, Monsieur Youssef. Bonsoir Youssef, ça va? Ça va très bien. Ensuite, Monsieur Tariq, habillé en. Ouais. C'est chaud. Faute de Je goût, sais, faute je de suis goût. désolé. Je suis Faute de désolé. goût, c'est quoi? C'est la tenue ou c'est Barcelone? C'est Barcelone. Pardon. Ah, ouais. C'est que j'ai sport. Ah, je vois que tu fais Barcelone. Ah oui, Tu kiffes Barcelone. j'aime beaucoup Barcelone. Alors, Moi, je pensais que c'était la tenue du Real. André, Alors, faudra juste augmenter aussi le son. Parce qu'ils sont vraiment proches du micro. Je crois que sinon, ils le mangent après le micro pour être plus proche. Ça va, Tariq? Ça va très bien. Et ensuite, on a le plaisir de recevoir. C'est la première fois la perme où on t'a déjà reçu. Si, je suis déjà venu. Ouais, mais c'était pas la perme. 7 octobre, Voilà, c'était Ouais. pas la perme. Attention, nous on a C'était des- autre chose. On Si a- c'était la perme, mais D'ailleurs, pas il- dans le studio. Voilà. Si, dans ce studio. Ah ouais, non, mais la perme, c'était il y a. Ah ouais. Ah On a déjà fait une émission avec Omar. et- Ouais, Alors, ouais. parlez bien Ouais, près des ouais. micros, On a s'il vous déjà plaît. fait une émission avec Omar, Ouais. Youssef et Wissam. C'est ce sur, que- je sais plus si c'était c'est sur sur- le 17 octobre. C'est ça, Voilà. c'est ça. C'est ce que Mais il y j'allais dire. avait, En fait. C'était dans cette salle, mais il n'y On avait avait pas de parlé meubles. aussi du Toussaint Rouge. Voilà. De la Toussaint Rouge. Il y avait pas de Le meubles. 1er novembre, je crois, C'était plus dépouillé, disons. C'était plus dépouillé, on aus- était. plus austère. Voilà. Le micro de Samir ne fonctionne pas, je pense. Je vais voir avec Christophe. Apparemment, il y a un souci avec le micro de Samir. Et le mien, ça va? Vas-y, Il est énorme. vas-y, Allô, Youssef. allô, allô, test, Par allô, contre, test. Youssef, sur lui. Allô, Allô, test. allô? Test. Est-ce que ça va, le mien? Apparemment, on va régler le problème du micro de Samir. Ça va, Très Omar bien. Et toi? Ça va très très bien, Ah, très bien. Et ben écoutez, on va profiter que c'est dommage que ce soit ton micro qui soit débranché, parce que mais on va régler ce problème. Bah bien sûr, on va pas te laisser là sans micro. Bon bah tu parles pas. C'est ça, mais je vais pas démarrer, quoi. On va faire jusqu'à 20h10. Après on a 20h10, 20h15. Après on ira faire le tour. Voilà. On va commencer avec l'actualité. Il y a beaucoup de choses en ce moment, surtout en France. C'est Alors aujourd'hui, je pense qu'on va rester beaucoup sur le cas franco-français parce qu'il y a énormément de choses à dire et surtout j'ai l'impression que ça s'accélère en ce moment avec une radicalisation du gouvernement et le dernier exemple en date de ça, c'est idem pour Youssef. Ça marche pas Youssef? Bah, je ne sais pas, apparemment, non. Vous pouvez régler les micros ou pas? Vous en pensez quoi? D'accord, c'était pour savoir. Mais pour l'instant, arrête. On va commencer avec Tariq et Omar, comme ça ils auront un peu la parole. Bon, Tariq il a beaucoup la parole. Omar aura la parole. Avec les propos de Darmanin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Darmanin il a multiplié les interventions et tout. Il y a eu d'abord pour Sainte-Soline, c'est ça, Sainte-Soline, où il a défendu la police. Pour dissoudre les soulèvements de la terre. Comment? Il veut dissoudre les soulèvements de la Oui, il terre. veut dissoudre les soulèvements de la terre. Il veut dissoudre aussi un autre truc à Rennes, j'ai vu, qui agit contre les violences policières. Oui, je sais Il veut pas, tout ouais. dissoudre en Non, fait. mais je crois qu'il veut dissoudre la terre carrément elle-même aussi. Je sais pas si. C'est une excellente idée, dissoudre l'opposition. On c'est- n'entend pas, apparemment. Est-ce qu'on entend? Attends, parle tout seul, Youssef, et dis-moi à Zadie si t'as le retour. On demande l'astrophysicien d'ailleurs. Ouais, alors, monsieur l'astrophysicien, est-ce que l'on m'entend? On m'entend pas. Bon, bah, Est-ce que vous voulez que je vienne? Vous gérez ça, et est-ce que vous voulez que je vienne? Vous pouvez parler de Darmanin le temps que j'arrive? je vais laisser. On m'a reparlé d'Armanin, il a l'air de. C'est difficile de parler longuement de Darmanin, tant la personnalité est facilement circonscrite. Quoi. On sait Je donne pas- mon micro à Youssef le temps qu'on Voilà. puisse parler de Darmanin, vas-y. Oui. D'accord. Bon, alors qui parle? Bah, Omar, commence. Faire le tour de la question Darmanin, c'est Là, j'ai relativement deux rapide. micros C'est- à tester. C'est une dérive dans la tradition habituelle des ministres de l'Intérieur de la Ve République. C'est dans l'autoritarisme un peu brutal
qui s'exprime avec beaucoup moins, effectivement, de qualité oratoire que ses prédécesseurs. Mais enfin, bon, ça, c'est le niveau général des élites de gouvernement, des élites de pouvoir, qui s'est beaucoup réduit depuis Sarkozy. Donc, quand on avait des ministres de l'Intérieur qui étaient capables d'exprimer une politique d'ordre public qu'on pouvait contester ou qu'on pouvait discuter, et aujourd'hui où nous avons affaire à quelque chose de très schématique, de très brutal, on voit bien à la fois que M. Darmanin est un indicateur du recul des élites de droite française. C'est triste, et ce n'est certainement pas au niveau des enjeux politiques de la France d'aujourd'hui. Voilà. Youssef, je t'en prie, vas-y, je t'en prie, Youssef. Oui, merci Tariq. Donc, oui, ce que Omar dit est vrai. On a le sentiment d'un effondrement total des cadres de cette République. Ouais, On se souvient de... Bon, on va pas jouer à Radio Nostalgie, mais on se souvient d'un président, parce que c'est pareil pour le président, on se souvient d'un président quand même Pompidou qui était capable de citer, d'écrire une anthologie de la poésie française, qui était agrégé de grammaire et qui citait Éluard, etc., à une conférence de presse. Voilà. On a maintenant un président qui se fait remarquer dans Pif le chien, d'accord, et puis une ex-ministre, Schiappa, qui va faire la couverture de Playboy. Bah, écoutez, Elle est toujours ministre. Elle est toujours ministre. Tiens, elle est toujours ministre, je ne sais même pas. Ah bon, Ouais, elle doit être ministre de quelque chose. Je ne savais ou un même pas truc qu'elle comme était ça. ministre. Et voilà, je ne savais même pas qu'elle était. Des solidarités, des solidarités, D'ailleurs, l'économie sociale et solidaire. On va en reparler. Alors, je sais pas si on m'entend. Je vais juste vite fait le test. Ouais, on va aussi parler avec Marlène Schiappa du détournement de fonds. Je sais pas si vous avez vu, mais on va en parler après. Après. Alors, juste pour finir pour Darmanin, eh bien, alors, des gens disent que Darmanin est en train de se placer pour 2027. Je te coupe, Samir. Est-ce que je peux tester le micro? Vas-y, on partagera le micro. Ouais, Boussouma avec un H à la fin, s'il vous plaît, monsieur Rator. Mais toujours est-il que Darmanin, oui, alors Darmanin, il essaie de suivre la même voie que Sarkozy et que Valls. Il se dit, la voie du ministre de l'Intérieur, c'est la voie qui mène à l'Élysée, hein, la voie royale. Sarkozy. Mais oui, et puis Valls, oui. qui espérait, Valls qui a échoué. espérait ça aussi, effectivement. Mais d'ailleurs, moi je pense que... Blanco. Oui, El Blanco. Mais Darmanin qui restera dans les annales comme un des plus furieux ministres de l'Intérieur qu'on ait connu, qui justifie toutes les répressions absolument épouvantables, qu'il change ou non de préfet de police, peu importe. Il est toujours d'une férocité absolument incroyable, ce Darmanin. Là, ça marche. Il ment, il est capable de mentir aussi, il ment effrontément, il raconte n'importe quoi. Par exemple, quand il dit que participer à une manifestation non déclarée est un délit, c'est absolument faux. Des avocats sont... Enfin bref, voilà un petit peu ce que mérite ce pays actuellement. C'est gravissime. Non, mais je me souviens d'une intervention de Wissam la semaine dernière, lors du débat entre Ouria et Bégodeau, où Wissam rappelait l'importance de se préoccuper justement des dissolutions à l'époque, notamment du CCIF, etc., parce que justement elles étaient la pente vers laquelle la pente autoritaire vers laquelle on arrivait. La prochaine fois, ça sera vous. Voilà, la prochaine fois ce sera vous. Et c'est exactement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Les soulèvements de la terre, etc., etc. Le fichier S, le gars qui... Le fichier. Non, mais ce qui est terrible. Non mais ouais, l'affaire Equisen, mais ouais, mais je veux dire, justement, est-ce qu'on parlait, les gens justifiaient pour Equisen, il est fichier S. Qu'est-ce qu'ils ont pris pour justification pour le gars qui est entre la vie et la mort là et qui va certainement passer, c'est fichier S. Ce qui est encore plus dégueulasse, et vraiment ignoble, c'est qu'ils ont fait fuiter que le mec était qui est donc à l'hôpital entre la vie et la mort était fiché S. Et des médias ont relayé ça. Vous imaginez l'ignominie de la chose quand même. Tu as fait raison, parce que c'est quoi de dire d'ailleurs c'est vrai, il est dans le coma, mais il l'a bien cherché. Bien sûr, il l'a bien cherché. Sans qu'on sache rien de comment ça s'est passé. D'ailleurs, on a appris que à travers des enregistrements du Monde, etc., que les secours ont bien été empêchés d'arriver sur place. Donc il y a une véritable stratégie de l'attention, une stratégie afin de mettre en lumière qu'il y aurait des violences et que la répression était justifiée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a aussi Macron qui était intervenu sur ce qui s'était passé à Sainte-Soline et il a dit. Merci Bokenkrot. Les manifestants sont venus pour faire la guerre. Certains sont venus pour faire la guerre. Non, mais c'est hallucinant. Il parle de guerre et donc il justifie Il parle aussi de terrorisme.
Mais il faut bien justifier une stratégie d'escalade de la répression qui a très bien marché contre les Gilets jaunes. Oui, tout à fait. Il y a quand même un modus operandi. Tiens, je vais faire le savant. Tous les jours, je vous sors un mode opératoire qui est quand même éprouvé avec l'affaire des Gilets jaunes. Ouais. On les a bien réprimés, on les a bien cassés, et ça a effectivement détruit le mouvement. Et peut-être que ce mode opératoire, on va le rééditer face aux manifestants et aux grévistes. Ah oui, bien sûr. Et je crois qu'il y a une recherche, effectivement, de la dramatisation et une sorte de recherche de la confrontation violente pour arriver à prendre l'opinion à témoin que ces grévistes sont des gens irresponsables, ce sont eux qui produisent de la violence. D'ailleurs, la preuve, ce fichier S, quelque part, il justifie qu'on lui ait tapé dessus, puisqu'il était déjà fiché S. Bah oui. Voilà. Donc, il y a ce discours sous-jacent qui vise un peu à la fois effrayer les chaumières, tous les gens normaux qui n'aiment pas particulièrement la violence. Quand on leur montre ce type de spectacle et quand on le met en scène de cette sorte, eh bien, le réflexe normal, le réflexe presque humain, c'est de soutenir les forces de l'ordre. Et puis il y a aussi, excuse-moi, mais il y a juste pour m'associer à ce que vient de dire Omar, il y a aussi la stratégie des uns contre les autres, c'est-à-dire de dire d'un côté il y a les bons manifestants syndiqués, encadrés, qui marchent bien droit, et de l'autre côté il y a les sauvages, les barbares, assoiffés de sang, habillés en noir avec des boules de pétanque, etc. Et c'est aussi de créer une division au sein même du mouvement. Bien sûr, c'est divisé, divisé pour régner comme d'habitude. Hein. Mais ce qu'il y a de dingue dans l'affaire de cet homme qui était berger, hein, il était berger en Corse d'ailleurs, celui qui est entre la vie et la mort, hein, berger en Corse, dont le père est un des responsables de mai 68 d'ailleurs, hein, c'est assez extraordinaire, enfin c'est terrible, ça arrivait pas loin du 22 mars, et c'était l'anniversaire, et son père était un des fondateurs du mouvement du 22 mars qui va donner naissance à mai 68. Hein. Et d'ailleurs, la déclaration des parents est extraordinaire. Hein, je veux dire, elle est sans appel, une condamnation sans appel de l'État. Mais ce qu'il y a de grave, c'est qu'il n'y a aucune parole de compassion de la part de l'État. C'est quand même quelqu'un, malheureusement, qui est entre la vie et la mort, comme on l'a dit, hein, vraiment. Il n'y a aucune parole de compassion. Ouais. On ne leur a pas demandé d'apporter des fleurs à l'hôpital. Hein, mais au moins, c'est que, voilà, comme tu l'as dit, Tariq, uniquement, c'est un fichier S, il a que ce qu'il mérite, c'est une canaille. Et on n'est pas loin de dire, il mérite la mort. On n'est pas loin de dire qu'il mérite la mort. Alors imaginez. Ou en tout cas, s'il meurt, ce ne sera pas de la faute des forces de l'ordre, ça sera de la faute de lui, de sa radicalité et des moyens d'action employés par lui et ses collègues. Et justement, et par rapport à cela, tous les journalistes présents disent bien que ce sont les gendarmes qui ont commencé à attaquer. Ce ne sont pas, les gendarmes n'ont pas fait que se défendre, c'est absolument faux. Il y en a eu 5000 qui ont été tirés, une par seconde. Absolument, absolument. Ils ont commencé à tirer directement. Même en Ukraine, on voilà. Et ils sont venus en quad. Hein. Alors, juste, voilà. Merci la Maillotche. On les voit venir en quad. Et en plus, ce qui est dingue, c'est qu'on a un niveau de mensonge où Darmanin ne fait même plus semblant. Oui. C'est-à-dire que c'est là où on voit aussi le niveau de radicalisation, c'est qu'il y a un moment donné, on voit qu'ils essayent de jouer avec la vérité, ils essayent de prendre des pincettes. Mais là, c'est non, c'est je mens. Vous savez que je mens. C'est pas grave, je m'en tape. On a vu les images du gars en quad qui tire et tout. Il dit non, c'est pas vrai. C'est vraiment c'est la vérité de l'État. Et puis voilà. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est que tout à l'heure, on critiquait un petit peu les types de dirigeants aujourd'hui par rapport à une certaine époque en termes de culture, etc. Mais Darmanin, il sait aussi aller sur le terrain du bon sens populaire. C'est ça aussi qu'il met beaucoup en avant. Celui qui vient du Nord ouvrier, sa mère qui se tue au travail, etc. etc. Et il y a, dans son discours, c'est quelque chose de très important sur lequel il revient énormément. Et enfin, je veux dire, Darmanin, c'est aussi celui qui va aujourd'hui, qui tente en tout cas de mettre sur le devant de la scène la loi sur l'immigration. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, la loi sur l'immigration, c'est une manière de sortir, alors pour eux par le haut, pour nous par le bas, mais de la séquence sociale dans laquelle on est actuellement. Et comme je disais l'autre fois, voilà, de ressouder un pacte racial qui peut être abîmé par les mobilisations qu'il y a en ce moment sur les retraites. Et surtout, voilà, je veux dire, c'est ça l'objectif qu'on voit actuellement, quoi. Et d'ailleurs, sur le côté populaire, on a vu que Roussel l'a félicité pour ça. Roussel l'a félicité pour ça. Il comprend les ouvriers. Il a dit que... Alors, il a contredit sur Twitter, il a dit que c'était pas vrai. Mais en tout cas, sur l'article, il cite Roussel qui dit qu'il ne serait pas contre, par principe,
de participer à un gouvernement avec Darmanin à sa tête. Ah ouais. Non mais Roussel, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il a inventé, Hollywood, les Illuminati, les Martiens, mais franchement, tous les jours, il vient d'un autre monde. Il vient d'un autre monde. Et franchement, d'un monde, je sais pas, j'hallucine. C'est quelqu'un qui l'a parachuté au-dessus du colonel Fabien, là-bas à la place du colonel Fabien, hein, au-dessus du siège du Parti communiste. Hein. Et puis voilà, il s'est relevé en disant qu'est-ce que je fais là? Et ben, c'est l'enfant Jésus qui nous a envoyés par Dieu. Ils étaient tellement dans la perdition, le Parti communiste à ce moment-là. Il a même fait un reportage dans Paris Match. Comment? Il a même fait un reportage dans Paris Match. Il a tout fait, c'est absolument hallucinant. C'est un mec qui était journaliste sur FR3 là, et qui non mais c'est absolument incroyable. Je ne sais pas pour qui il bosse, ce mec. Il veut se présenter comme la gauche respectable aux yeux de... La gauche de gouvernement. Ouais, voilà. La gauche de gouvernement, c'est ça. Mais de toute façon, je sais pas si vous avez vu, il y a eu une législative partielle en Ariège. Ah donc oui. La candidate donc de la dissidente PS. De la gauche dissidente, Charlie, on va dire, a vaincu la candidate de la NUPES, France Insoumise. Ouais. Et donc ils ont interviewé Carole Delga, je crois. Ah bah oui. Caroline Delga. Carole. Carole Delga. Et en fait, dans l'interview, elle dit clairement que voilà, Roussel, il n'y a pas de problème. Quoi. C'est la valse femme. Il est compatible avec cette alliance d'une gauche responsable, de gouvernement. Il fait partie de l'arc républicain. Voilà, c'est la gauche bien, quoi. Tu vois, la bonne gauche. Onfray l'adore, par exemple. Tous les gens de droite l'adorent. Onfray, Finkielkraut, Enthoven, tout le monde l'adore. Et d'ailleurs, en parlant de ça, de l'arc républicain, donc là, on a vu qu'elle a été soutenue en fait par toute la droite, en fait. Même le RN a félicité l'élection par rapport à tout sauf la NUPES, quoi. Voilà. Et on a eu le tweet hier de Raffarin qui est revenu d'entre les morts après avoir fait son café. The win to the no. The win to the no. Il a dit, Raffarin, que en ce moment, c'est normal, c'est pas qu'il est sorti de son tombeau. En ce moment, se préparait un front républicain face à la NUPES. Donc en fait, le message c'est vraiment. Donc déjà, c'est l'alliance du PS au RN. C'est super. Et aussi. Ils ne font plus partie de la République. Mais ça fait longtemps. Là, ils ont remplacé, la NUPES a remplacé le RN en tant qu'épouvantail anti-républicain. Ouais. C'est clair qu'il y a un glissement progressif vers la diabolisation qui était l'apanage du RN et qui est maintenant dévolu au Rassemblement national et à la NUPES. Ouais. Et aujourd'hui, cette union nationale de caractère éminemment pétainiste. Bien sûr. Hein, on me rappelle tout à fait cette espèce de levée de bouclier contre le Front populaire de la part de toutes les droites et d'une grosse partie de la SFIO. Qui était contre le... Voilà. Ouais, donc il y a toujours le même genre de traître. Ça revient, c'est une sorte de matrice, varie pas en fait. Voilà, qui revient. C'est intéressant par rapport au champ républicain, mais moi je trouve ça très bien en plus qu'il y ait un arc républicain, parce qu'au moins ça clarifie les choses. On voit qui est qui, et on arrête avec... En plus, moi ça permet aussi d'arrêter avec la fausse alternative gauche-droite, etc. Mais en plus, ce qu'ils appellent eux le champ républicain, dans lequel le RN a totalement sa place. Depuis quand est-ce que... Parce qu'on nous a toujours présenté le champ républicain comme un champ qui était... qui excluait toute forme de discrimination, toute forme de racisme, etc. Je veux dire, c'est mal connaître la construction de la République sous notamment la Troisième République, et ensuite pour ne pas voir que la République s'est construite dans la colonisation, s'est construite dans le racisme, s'est construite dans l'antisémitisme, etc., etc. Oui, nous on n'est pas étonnés, ça fait des années qu'on dit... Pas du tout, mais je veux dire, c'est une clarification, c'est très bien. Il faudra juste voir où Roussel va se mettre, parce que idéologiquement il est pleinement là-dedans, mais bon, vu qu'il est dans la NUPES en même temps, on verra bien. Mais lui, il a appelé à ouvrir la NUPES très largement. Donc il a vu qu'il serait prêt à participer. Mais il irait avec les centristes. Mais avec Cazeneuve, par exemple. Il serait prêt à intégrer Cazeneuve et tout dedans. Je pense que lui, il a envie de bisuter la NUPES pour que ça fasse le bordel. Il avait fait combien, Roussel, au premier tour 2,3. C'est lui, par exemple, qui défend le référendum d'initiative populaire. Mais sans la NUPES, je pense que Roussel n'existerait plus. Mais c'est ça. Le parti. Voilà, je pense qu'il a. C'est un niveau d'ingratitude. Voilà, politique, tout à fait raison. Je pense que tu veux dire que c'est. Ouais, vas-y, finis. Non, il s'est embarqué dans la NUPES parce que c'était la galère de sauvetage de son appareil. Mais même au-delà, moi je pense que je pense que tu as raison, mais même au-delà des élections, dans le sens où, je veux dire, il existe juste parce qu'il critique la NUPES, c'est-à-dire qu'on lui donne le micro
politiquement. Toutes les questions, hier je l'ai vu, il y avait 10 et questions, c'était sur Mélenchon. Vous n'êtes pas d'accord avec Mélenchon, vous n'êtes pas d'accord avec Mélenchon. Et en fait, il l'a compris de toute façon. Bien sûr, mais c'est son bout de pain. C'est un journaliste, il sait qu'il faut être dans les médias, c'est un journaliste. C'est uniquement de la médité, c'est ça qui est extrêmement grave. C'est de la communication. C'est très bien qu'il faut tenir les médias, il faut être là, peu importe ce que tu racontes, n'importe quoi, il faut être là. À la limite qu'il soit comme ça, mais qu'il y a encore des gens. Et Lénine, ah oui, Lénine est pourri, et machin, oui, vraiment, oui. À la limite, mais qu'il y ait encore des communistes sincères qui continuent à soutenir quelqu'un comme lui, tu te dis, mais surtout qu'il n'y a aucune base sur laquelle argumenter pour défendre. Il finira au RN, moi je suis convaincu. Au-delà de nos questions à nous, c'est le nouveau Doriot. Mais même socialement. Voilà, je veux dire, ce qu'il propose socialement. Mais c'est une forme de réformisme mou, social-démocrate qui n'a rien à envier à un Hollande. Et qui est à côté de la radicalisation du moment, du mouvement social, qui est à côté de la plaque. Il ne vaut rien, il ne pèse rien. Et vous avez vu, alors, il y a Mélenchon qui avait déclaré que c'était une tentative de... comment on appelle ça Distraction. Il a cité Dussopt et sa déclaration d'homosexualité. Il dit mais tout le monde s'en fout. Et c'est vrai, tout le monde n'en a rien à foutre. C'est très bien. Je veux dire, ok, tu es homosexuel, ok. Mais c'était pathétique comme tentative. Non, et puis en plus en termes de timing, c'est gênant quoi. Tu vois. Mais surtout dans ce moment-là. Il y a eu ça, il y a eu Pif Gadget et il y a aussi Chiappa à Playboy. Ah ouais. Un avis sur ça Moi aussi, je m'en fous. Mais... moi, j'ai un avis. Oui, j'ai un avis. J'ai vu les photos, elles sont très moches. Oui, elles sont horribles, les photos. C'est-à-dire, je parle pas de la personne. Hein. Je parle des clichés. Non, mais la qualité est horrible. Voilà, franchement, ils sont cringe, quoi. Ils sont vraiment un avis esthétique, t'as un avis esthétique. Non, mais le problème, c'est que. Ouais, moi, j'ai un avis esthétique. À défaut de faire la une de Philo Magazine, elle fait la une de Playboy. Ouh là là, par contre. Moi, je sur ce terrain, tu vois. Moi, je trouve que c'est tout à fait dans l'air du temps. Le journaliste politique par excellence du système médiatique français aujourd'hui, c'est Hanouna. Hanouna, c'est la grande référence, c'est le Duhamel de ce milieu. Donc quand on a Hanouna comme référent de politique et marqueur idéologique, il est normal que la dame Chiappa se fasse photographier dans ce journal érotique. Ouais. Enfin, je ne sais pas s'il est érotique d'ailleurs. Apparemment, ils ont une nouvelle version. Soft, c'est plus soft, c'est plus société, people. Je veux dire, là, on voit bien quand même les deux faces du gouvernement. Parce que non, mais c'est vrai, parce qu'on nous présente un gouvernement où il y aurait quand même des tendances un peu différentes. D'un côté, un Pape Ndiaye et de l'autre, un Darmanin. Mais finalement, quand on regarde le côté martial de Darmanin sur l'immigration, etc., et de l'autre, tu as le versant progressiste, woke entre guillemets, tolérant, progressiste, etc., d'un Dussopt ou d'un Chiappa. Et ces deux-là, ces deux tendances, Darmanin, Chiappa, Dussopt, sont complètement fonctionnelles et ont vraiment pour but, tu vois, d'éteindre, de neutraliser toute forme de contestation sociale avec le truc de Dussopt, je suis gay, donc... Voilà. C'est ça, c'est ce qu'ils ont toujours essayé de faire. Je suis inattaquable, en fait. Ils essayent d'opposer le sociétal au social. Et ça a longtemps marché, ça a fonctionné. Tout ce discours sur la libération des mœurs, etc., a contribué à quelque part, non pas à éteindre, mais quelque part anesthésier un peu les conflits sociaux globaux, en disant nous sommes le parangon de la modernité, nous sommes la tête de gondole de la démocratie parce que nous sommes tolérants. Nous tolérons les mœurs particulières, les mœurs différentes, etc. Ceci, apparemment, ne marche plus. Ouais. L'indifférence avec laquelle l'opinion a reçu le coming out de Dussopt, le sourire ironique Dussopt. Non, mais Dussopt, c'est bien Dussopt. Dussopt, parce que vu que c'était pour un coming out homo, le fait que tu aies dit Dussopt, c'est pas mal. Quant aux photos pathétiques de Chiappa, elles ont de ce que nous avons pu entendre ici et là, elles ont suscité quelques sourires attristés ou en tous les cas quelques expressions de compassion parce que la dame c'est quand même pas la Bernice de Milo quoi. Et donc non mais on a dit pas le physique. Bon alors non mais c'est pas une affaire on peut pas ajouter. Je dis et c'est ni la Vénus de Milos hein. Voilà Playboy c'est ça c'est Playboy. Ouais Playboy ouais. C'est pas tellement un truc philosophique quoi. Non clairement pas de la blague de Vénus de Milos. Milos Forman. Non.
Je vous raconterai après. Ouais, non, d'accord, ok. À mon avis, ça doit être Ah, c'est le private joke, vraiment private. Il n'y a que Youssef qui l'a compris. 1000 os. 1000 os. Si elle avait été très maigre. Oh là là. Oh là là. Je viens de comprendre. Oh là là. Oh là là. C'est grave. C'est pas. Vas-y, enchaîne, Tariq, enchaîne. S'il avait. Non, je voulais juste, par rapport à ce que je disais sur les deux versants, entre d'un côté un Darmanin et de l'autre côté une Schiappa, dans le sens où ils sont tous les deux fonctionnels et qui font partie aussi de cette domination d'une bourgeoisie qui peut être à la fois conservatrice, une bourgeoisie progressiste, libérale, tolérante, dans ses marches, etc. En tout cas, en façade. Mais dans le même temps, tu vois bien qu'une Schiappa a été très proche de Darmanin, fait partie de ce courant un peu fémo-nationaliste. Donc en fait, je veux dire, il n'y a aucune contradiction là-dedans. Non. Je veux dire, il se retrouve complètement dans la défense d'un ordre très particulier. D'autant qu'autour de Madame Schiappa, il y a quand même un parfum de scandale sur des fonds publics alloués Marianne, le fonds Marianne qu'elle avait créé après l'assassinat de Samuel Paty et qu'ils ont utilisé pour un tas de choses qui n'avaient strictement rien à voir. D'ailleurs, avec cette ordure de... Non, est-ce qu'on peut dire que c'est une ordure? Oui, Serfaoui. Comment c'est Sifawi. Mohamed Sifawi. C'est une putain d'ordure, bien sûr. Ils ont détourné presque 240 000 euros. Et moi, ce qui me rend fou... Ah oui, il paraît qu'il était dans le coup. Oui, non, mais il est dans le coup, mais il a la tête du coup, quoi. C'est-à-dire que pour des vidéos qui ont fait 5 vues et tout, même l'association n'est pas au courant. C'est-à-dire que les gens qui ont participé à l'association n'étaient pas au courant. Et moi, ce qui me rend fou, c'est que ce sont les mêmes qui sollicitent à chaque fois le cas du malheureux Samuel Paty pour nous faire des leçons de morale, pour nous faire taire, pour nous empêcher de lutter contre l'islamophobie, et qui sont là en mode vous avez pas honte Samuel Paty, ils se font de l'argent. Mais ils se foutent de lui. Voilà, sur le dos de Samuel Paty. Ils l'ont instrumentalisé, comme ils instrumentalisent la guerre en Ukraine. Comme ils ont instrumentalisé Lola, tu vois. C'est-à-dire c'est toujours le même genre de personnages qui vont utiliser les affects, mais tu te rends compte, et c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire à la fin tu te rends compte que non seulement politiquement ça n'a rien produit, mais que c'est hyper fréquent qu'ils tapent dans la caisse. C'est hyper fréquent. Ah oui, alors ça c'est un genre de fond comme cela. Mais ce qu'il y a de plus, c'est qu'il n'y a personne pour les poursuivre en justice. Il n'y a personne pour les poursuivre en justice, parce qu'il y a quand même, de ce point de vue, ça serait fondé de les poursuivre en justice. Bien sûr. Un argent. Et même c'est illégal. D'ailleurs on le voit bien, quand on fait des crowdfunding ou n'importe quoi, on doit toujours préciser ce pourquoi effectivement... On parle dans les micros, mais je crois qu'il y a un problème là sur le son. Augmentez le son. Ouais. Alors, c'est bon. Alors ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont aucune morale. Vous vous souvenez d'ailleurs comment c'est Enthoven qui disait, qui parlait comment de garder la prééminence morale. Hein, non, c'est Bruckner. C'est Bruckner, voilà. C'est un peu. Oui, c'est la même chose. C'est à peu près la même engeance. Hein. Ils doivent surtout garder la prééminence morale. L'avantage moral. L'avantage moral. Il faut que les morts soient de leur côté. Ah bah oui. Hein, donc ils sont vraiment des nécrophages, quoi. C'est vautour. Horrible. Horrible. Ils voient un cadavre et ils sautent dessus. Et donc, cette affaire de communication, de pif gadget, etc., vient à point nommé pour détourner l'attention sur des problèmes d'utilisation particulière de fonds publics qui passent à l'as. On n'entend plus parler de ça, mais on va parler des orteils de Madame la ministre, ou on va parler de c'est comme sur Sainte-Soline. C'est gros yep. Sur Sainte-Soline, on n'a plus entendu parler de la question des méga-bassines, alors que c'est un sujet... Bien sûr. On en parlera peut-être avec... C'est terrible aujourd'hui. Avec Aurélien. Avec Aurélien. C'est une lutte fondamentale. C'est fondamental. Je vous propose qu'on passe à un autre sujet, parce que je pense que vu l'actualité, on en parlera les autres semaines et tout. Je voudrais parler d'une publication Twitter qui est sortie... Ils décèdent tous les micros, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On va regarder après, on fera les tests après. D'une publication Twitter par une page qui s'appelle Taj Mahat. Donc c'est une plateforme collaborative pour maghrébins et qui a publié des dizaines et des dizaines de screens de groupes qu'ils ont infiltrés. Ils ont infiltré des groupes de discussion de néo-nazis. On peut des néo-nazis, des fachos. Voilà, vraiment des gros fachos et tout, qui appelaient sans phare, directement, sans détour, à attaquer, à faire des ratonnades, même à assassiner des personnes musulmanes. Par exemple, ils conseillaient d'attaquer des camps de migrants parce que ça ferait moins de comme dirait The Cure, killing an Arab.
Non, mais c'est vraiment ça je pense qu'il marche ici le micro, d'attaquer des personnalités politiques. Et le plus inquiétant là-dedans, donc ils ont fait des listes, ils ont diffusé des informations, ils ont mis des cibles sur certaines personnes. Et le plus inquiétant là-dedans, c'est que c'est pas seulement des clowns, c'est que dedans, ils ont montré, ils ont fait une enquête de ouf, ils sont allés voir les identités, ils sont allés chercher les Instagram, ils sont allés chercher vraiment les infos et tout. Et il y a des membres de l'armée, vraiment de l'armée, de la marine, il y a des policiers. Il y a des gens potentiellement armés et entraînés. Et entraînés, vraiment des gens sérieux et tout. Donc ça a été diffusé et le plus grave là-dedans, c'est que pour l'instant, ça ne fait pas de bruit. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Ouais. Personne n'en parle. Les autorités n'ont pas contacté parce que la page a dit qu'ils étaient à disposition des médias et des autorités pour donner les informations parce qu'ils avaient toutes les informations. Pour l'instant, ils n'ont pas été sollicités. Rien, aucune info, même les médias, pour l'instant c'est silencieux. Donc il y a vraiment ça qui inquiète, aucune réaction publique. Et apparemment, il y aura peut-être des plaintes communes qui vont être faites par Ariel Halimi et Nabi Boudi. Non, peut-être que je dis mal le nom, Nabi Boudi. Je crois que c'est ça. Pas, là, Nabi Boudi et Ariel Halimi qui vont certainement faire une plainte collective. Donc je voudrais votre avis sur tout ça. D'abord, est-ce que mon micro marche ? C'est bon, okay. Vas-y. Ok. Eh bien, d'abord, c'est pas la première fois. Enfin, c'est pas la première fois. Il y a longtemps qu'on sait qu'il y a des réseaux comme ça. Des réseaux dormants, plus ou moins dormants. Dans ce pays, ça a toujours existé. Il a même existé, n'oublions pas, des groupes terroristes d'extrême droite. Hein, à chaque fois, on se fait fort de parler du terrorisme de l'extrême gauche. Mais il y a quand même eu des groupes terroristes d'extrême droite, comme Honneur de la police, comme Commando Delta, dans les années 70. Dans les années 70, qui ont assassiné, et sans parler d'actions menées, je parle vraiment il y a eu quand même des gens qui ont été assassinés. Ouais. Il y a eu des attentats qui ont été faits contre le consulat d'Alger à Marseille, par Honneur de la police, hein, des militants ont été assassinés. Et on sait maintenant par des... Comment ? 73 du bas. Oui, bien sûr. Les ratonnades de 73. Comment ? Les ratonnades. Alors, 73, mais pas uniquement. Non, je parle aussi. Oui. Alors, l'attaque contre le consulat d'Alger, la bombe contre le consulat d'Alger à Marseille, c'était en 73 effectivement. Hein. Voilà. Mais il y a eu l'assassinat d'Henri Curiel. Hein, cette personne ? Henri Curiel, figurez-vous que c'est le père d'Alain Grèche. D'accord. Et pendant longtemps, il ne savait pas que c'était son père. Enfin bref, on va pas rentrer là-dedans. Okay. Mais sa fonction. Qui était un militant égyptien. Communiste égyptien, un des fondateurs du Parti communiste égyptien d'ailleurs, et qui était un grand militant tiers-mondiste, qui sera aussi engagé pendant la guerre d'Algérie, etc. Un grand militant tiers-mondiste, et qui dans les années 70 est déjà assez âgé, avec sa femme, ils habitent à Paris, et il va être dénoncé par le journal Le Point, je le dis souvent, par Georges Suffert du Point et d'autres journaux, mais je dis Georges Suffert, qui vont lancer une grande campagne contre lui, disant que c'est un agent du KGB, etc. Alors qu'il était vraiment au vu de tout le monde, vu son âge, avec sa femme, dans le 11e arrondissement. Et il y a toute une campagne de presse qui va déclencher contre lui. On n'avait rien à lui reprocher. Mais comme il y a cette campagne de presse, hein, je parle du rôle nocif de la presse parfois, comme il y a cette campagne de presse, eh bien, Henri Curiel, le ministre de l'Intérieur à l'époque, je crois que c'est Fontanet, va envoyer Curiel et sa femme en résidence à l'île de Ré, on ne sait pas pourquoi, pendant quelques temps, pour faire plaisir aux journalistes. Et comme ça, on n'avait rien à lui reprocher. Hein, on savait qu'il avait beaucoup aidé des militants du tiers-monde, notamment des déserteurs de l'armée américaine, hein, à avoir des papiers, des militants d'Afrique du Sud, anti-apartheid. Hein, il avait tout un réseau de faux papiers. Tant que c'était les gaullistes, il le laissait faire parce qu'il y avait une sorte de modus vivendi. Il ne fallait pas qu'il s'occupe de ce qui intéresse directement la France. Hein. Mais il a fait beaucoup pour les anticolonialistes d'Afrique, d'Angola, etc. Bon, bref. Et donc, il va être désigné comme un agent du KGB. C'est un exemple, hein. Et du coup, eh bien, il a envoyé en résidence surveillée. Et quand il revient de résidence surveillée, quelques semaines plus tard, avec sa femme, il est assassiné au bas de son immeuble par arme à feu. Et celui qui revendiquera cela, enfin, ça sera revendiqué au nom de Honneur de la police. Non, Commando Delta, qui rappelle un des commandos de l'OAS, un des plus furieux commandos de l'OAS à la guerre d'Algérie. Donc, c'était un souvenir des gens qui le châtiaient de ce qu'il avait fait pendant la guerre d'Algérie. Hein. L'enquête n'a jamais abouti, sauf que pas d'attraque, dans les années 80, une indiscrétion d'un vieux briscard, d'un vieux gangster, hein, qui était lié à cela, qui le dit, il a été assassiné
par des gens de la préfecture de police. Et d'ailleurs, l'arme, elle venait de la préfecture de police. L'arme qui l'a assassiné. Ça, c'est un truc qui est su, qui est connu. Il n'y a jamais eu d'enquête qui a été rouverte, en dépit de ces révélations. Donc, c'était des réseaux qui étaient liés aussi à la préfecture de police, pour vous dire. Et donc, pour revenir à l'actualité, tu veux dire... Eh bien, ce que je veux dire, c'est que, comment pour revenir à l'actualité, ça veut dire que ces commandos... Enfin, il y a un substrat facho, comme ça, mais facho plus que ce qu'on voit, qui existe. On sait qu'il y a des camps d'entraînement dans le sud de la France. On sait que les identitaires, chaque été, sous prétexte de colonies de vacances, ils entraînent des jeunes, ils leur bourrent le crâne. Des jeunes, même ça commence ils savent très bien qu'il faut prendre il faut prendre des enfants. Ils leur bourrent le crâne avec toute une propagande facho, etc., nationalistes, hyper nationalistes et autres. Et ça, tout le monde le sait, il n'y a jamais eu d'enquête contre eux. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'extrême droite a toujours connu l'impunité dans ce pays. Alors que l'extrême gauche, on a vu de quelle façon elle a été durement réprimée dans les années 80. Il y avait des réseaux de lutte armée d'extrême gauche. Comment ils ont été réprimés de façon absolument terrible. Ça, on le sait. Mais par contre, l'extrême droite, des travailleurs immigrés qui ont été assassinés, etc. Eh bien, ça peut très bien recommencer. C'est-à-dire que on a un fond qui est là. On a un fond qui est là. À la première occasion, ils vont. Parce que tu as les 3 Kurdes qui ont été assassinés à Paris il y a quelques semaines. C'était par justement, les liens avec l'extrême droite semblent assez évidents. Ouais. Et il y a oui, notre ami Jean-Marc Royan qui l'a payé de très longues années. Georges Ibrahim Abdallah qui est toujours en prison, 38e année. D'ailleurs, c'était son anniversaire le 1er avril. Il a passé plus de la moitié de sa vie en prison. Il a 72 ans, quelque chose comme ça, je crois. Vous sur ces révélations et tout, tu étais au courant, toi, Omar ? Oui, bien sûr. Les réseaux d'extrême droite n'ont jamais menacé l'ordre social. Ils ne remettent pas en cause les inégalités, ils ne remettent pas en cause le statut de la bourgeoisie, ils ne remettent pas en cause les formes de pouvoir. Ce qu'ils remettent en cause, c'est la présence d'éléments progressistes ou d'éléments qu'ils considèrent comme n'appartenant pas au corps social français. Donc ils ne posent pas un problème direct et immédiat au pouvoir quel qu'il soit. En revanche, les organisations révolutionnaires d'extrême gauche, elles remettent en cause l'ordre social. Et il est normal que l'ordre social les réprime. Donc il y a, on le sait, tout le monde le sait, des réseaux d'extrême droite actifs qui, comme le disait Youssef, sont organisés quasiment à ciel ouvert, mais ils ne sont pas réprimés tout simplement parce qu'on ne les perçoit pas comme un danger. Et même, il y a une certaine connivence idéologique entre tous ces mouvements, parce que le discours nationaliste que l'on entend dans l'extrême droite parlementaire, par exemple, il est complètement revendiqué par ces gens-là. Il n'y a pas de différence sensible. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a un lien idéologique qui est direct. Tariq ? Non, mais on parle beaucoup de l'armée de réserve du capital, mais j'ai l'impression que c'est cette forme de milice en fait, qui se crée un petit peu partout et qui vit dans une impunité totale, constitue une forme d'armée de réserve de la domination du pouvoir d'État en fait. Tout à fait. Et c'est sur quoi aussi l'État peut s'appuyer. Quand on voit par exemple la chasse aux migrants, il y a une forme presque de sous-traitance de ces formes de violence envers... Alors, est-ce que là aussi, les gars, il y a un problème parce que Tariq aussi, ça marche pas son micro. Les gars, ça fait le 3e micro qui part. Vas-y. Attendez, rien du tout, je recommence. Vas-y. Ouais. En plus, c'était bien ce que tu alors, disais. faut augmenter le son. Non, mais ça... En plus. J'ai pas dit pour une fois. Pas quand même. Non, mais je disais juste rapidement que si on considère les ouvriers, enfin les chômeurs comme l'armée de réserve du capital, je disais que ces milices qui sont en train de se constituer et qui sont dans une impunité totale peuvent aussi être présentées comme une armée de réserve de la domination du pouvoir d'État et qui font souvent le sale boulot, notamment quand on le voit par exemple avec les migrants, la chasse aux migrants dans une impunité totale. Et il y a cette idée aussi avec ces formations de milices qui ne sont pas seulement l'apanage de la France, on le voit aux États-Unis, on le voit dans plein d'autres pays, cette idée que l'État ne remplit pas véritablement son rôle, que l'État, il y a une forme de critique d'un État ou d'une classe dominante, d'une élite cosmopolite, et ces milices-là sont là aussi pour purifier, décadentes, pour purifier le corps social de ces éléments halogènes, les migrants, les musulmans, etc. Donc c'est son rôle premier. Et ce qui est très inquiétant, c'est en fait plus on monte et plus on se rapproche de l'État, c'est ce qu'on voit, comme tu disais tout à l'heure, des imbrications entre des nervis d'extrême droite et des agents de la police et des agents de l'armée, etc. Et c'est ça qui rend la problématique encore plus dangereuse. Et tu parlais justement de la question idéologique, tout à l'heure on parlait de la question républicaine, etc. Mais je veux dire,
tout le discours national républicain qu'on nous sert depuis une trentaine d'années, eh ben, il constitue aussi le terreau sur lequel se greffe l'extrême droite et sur lequel se rejoignent des problématiques sur lesquelles ces milices d'extrême droite et ces intellectuels-là sont totalement d'accord. Quand tu vois la radicalisation de droite d'un mec comme Michel Onfray, voire de quelqu'un de très respectable, en tout cas qui est encore considéré comme très respectable comme Marcel Gauchet, hein, qui est un intellectuel du libéralisme, etc., mais qui aujourd'hui porte un discours sur la question identitaire, sur la question d'islamophobie, qui donne presque une assise intellectuelle au discours porté par l'extrême droite. Et la responsabilité du pouvoir est patent là-dessus. Quand vous avez Macron, l'autre fois, qui, dans l'interview sur TF1, pointe du doigt et compare les manifestations pacifiques que tu peux avoir en France avec ce qui s'est passé au Brésil, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est clairement de dire voilà notre ennemi. Voilà notre ennemi. L'ennemi, c'est pas du tout les milices d'extrême droite. Eux, non, au contraire. Il y a quelque chose à faire avec eux. On rappelle que Darmanin, encore lui, avait aussi accusé la gauche de ne pas céder au terrorisme intellectuel. Donc il a vraiment utilisé ce qu'il avait dit à Le Pen, vous êtes trop molle. L'extrême droite, y compris dans ses déclinaisons les plus violentes, elle a toujours été très fluidement intégrée dans la droite républicaine classique. Le meilleur exemple, c'est les militants du GUT, hein, comme Alain Longuet, comme Madeleine. Gérard Longuet. Gérard Longuet, je ne me souviens plus de leur prénom à ces gens. Guasguen. Voilà. Ouais, pardon. Voilà. Donc ces gens-là ont été totalement recyclés dans les institutions officielles de l'État. Il n'y a pas de problème. Donc ils n'ont jamais payé. Ils n'ont jamais payé le prix d'un parcours chaotique. Oui, Longuet en particulier. Oui, bien sûr, Longuet, Madeleine, Devedjian, Guasguen, voilà. Il y a une place Guasguen qui vient d'être inaugurée à Jérusalem par le gouvernement israélien. Voilà. D'ailleurs, Meir Habib a été réélu. Meir Habib pourrait être réélu. Et il ne faut pas oublier quand même que dans ce pays, il y a eu une organisation d'extrême droite qui a eu une fortune certaine dans les années 40, c'était la LVF. Ah bah oui. Donc il y a une vieille matrice de mobilisation. La cagoule avant la Seconde Guerre. Le Carnot du Roi. Voilà, mais la LVF, c'était quelque chose... La Légion des volontaires bien sûr, qui a rejoint Doriot, l'ex du Parti communiste. D'ailleurs, il mourra sous l'uniforme nazi, Doriot. Hein. Voilà. Ouais. Donc il y a la division Charlemagne. Les gens qui disaient en France plutôt Hitler que le Front populaire, c'était quand même pas anodin. C'était un engagement politique d'une droite tout à fait respectable. Actuellement, ils disent mieux vaut le RN que la NUPES. Je veux dire, c'est absolument incroyable. Oui. Avec Roussel. Les mêmes fractures, les mêmes cassures reviennent, avec les mêmes dangers pour la société tout entière. Parce que ces gens-là ont une tradition de grande violence, ont une tradition d'étouffement de la démocratie et d'annihilation des contre-pouvoirs qui met toute la société en péril, et pas seulement ceux que l'on désigne aujourd'hui à la vindicte, les Arabes, les Noirs, les musulmans, etc. Voilà. Mais moi, en même temps, tu vois, je me dis que, tu vois, cette organisation-là, alors c'est pas groupusculaire parce que c'est quand même apparemment des milliers de personnes, c'est quand même, je veux dire, le projet, il est quand même... il est assez pathétique, en fait, tu vois. Penser qu'en éliminant une ou deux ou 10 ou 20 personnalités, ça va changer quoi que ce soit à la donne politique, c'est vraiment, tu vois, je trouve que ça montre pour moi, ça montre une désorganisation. Tu parles de quelle personnalité? Là, je parle du groupe, le fameux groupe WhatsApp, là. Moi, je trouve que, quelque part, ça démontre quand même une certaine désorganisation, c'est-à-dire dans le sens où, je veux dire, quand on en est à préméditer des actions violentes sur certaines personnalités, etc., c'est quand même le niveau zéro, tu vois. C'est comme ça. Non, mais merci, Badmeul. Je pose la question en même temps. Et autre chose, à l'inverse, on peut considérer, en tout cas, je propose d'y réfléchir 2 minutes, c'est que justement, le fait qu'il y ait autant de personnes qui soient ciblées, ça montre qu'il y a quand même l'émergence d'un certain nombre de personnalités politiques assez radicales et qui arrivent à faire un travail politique de fond.
Et donc, de ce point de vue-là, je ne vais pas dire que c'est positif, parce que c'est jamais positif d'être menacé de mort, etc. Mais ça montre que eux, ils prennent cette menace politique suffisamment au sérieux pour établir des listes, etc. Oui. Encore une fois, c'est quelque chose qui est en train d'être réactivé. Et quand on parle du danger fasciste, c'est pas une figure de style. C'est pas pour faire bien, c'est pas pour faire peur, pour se donner des frissons, etc., etc. C'est que les structures, comme tu le disais, Omar, sont là, les structures. Il n'y a jamais eu de dénazification en France, ou de dépétinisation, comme vous voulez. Enfin, moi, je dis dénazification, parce que ces gens étaient partisans de toute façon de l'Allemagne. Absolument. Et on sait pourquoi. Il fallait absolument éviter les cassures, la fracture, éviter la guerre civile qui immanquablement aurait eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Donc tout le monde s'est empressé de refermer le couvercle. On sait très bien que Papon, lorsqu'il massacre les Algériens, il le fait avec l'assentiment de la direction de ce pays, la présidence, mais en plus, il a avec lui à la préfecture de police des anciens qui avaient été proches de la Carlingue, la Gestapo française, d'anciens fonctionnaires qui y avait même certains qui avaient été réhabilités après des petites peines comme ça. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment de dénazification dans ce pays. Et plus grave, à mon avis, pour compléter ce que tu dis, plus grave, c'est l'absence de voix à droite. Bah oui. Qui défendent une certaine idée de la République. Parce que dans ces périodes-là, en France, il y a eu des Mauriacs, par exemple. Oui. Or, aujourd'hui, on ne trouve plus à droite. Des Harons, des Mauriacs. On ne trouve. Ciotti. Voilà, on a. Oui, de Courson, il est là, oui, tout à fait. C'était Merci, Rio. Sans rigoler, quoi. C'est tout à fait périphérique. Oui. Voilà, parce que. Mauriac avait un rôle central. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, bien sûr. Aujourd'hui, tu as à droite la disparition totale de ces voix républicaines qui défendaient un ordre social conservateur, voire réactionnaire, mais fondé sur le droit, la démocratie et une certaine... Ah là là, mais c'est pas possible, il y a encore un problème de micro là. Ah bah oui, c'est un problème. Non mais... Non mais attendez, c'est pas possible. Vas-y, donne-lui le micro là, mais... Donc la disparition de ces personnalités à droite est aussi inquiétante que le non-renouvellement des élites à gauche. Parce que quand on voit bien, on n'a pas produit grand-chose comme voix de gauche nouvelle depuis une vingtaine d'années en France. Attends, je veux voir si... Est-ce que là, vous nous entendez ou pas? C'est bon là? Là, on va faire avec ceux-là, les sans fil, mais c'est vraiment étrange. Hein. Ça sent le licenciement. Vas-y. Non, mais en plus, par rapport à ce que tu dis, c'est quand même cette époque-là, c'est une génération qui avait connu la Seconde Guerre mondiale. C'est une génération qui avait connu la résistance, ce que tu n'as plus strictement plus aujourd'hui, quoi. Et pour finir sur cette liste, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des noms aussi qu'on connaît. Il y a Elias Zimzalen qui était sur la liste. Islam et Info. Ouais, de Islam et Info. Il y a Taha Bouafs. Islam et Info, non. Tu y es ou pas, toi? Moi, je suis pas sur la liste, mais on m'a envoyé un screen où ça parlait de moi sur la conversation et tout. Sauf qu'ils ont mal écrit mon prénom. Ils connaissent pas la ville où j'habite, alors que j'en parle, je crois, 5 fois par live de où j'habite. Donc c'est Drancy. Donc voilà. Donc non, mais il y a un moment donné quand tu t'affiches publiquement, là, tu t'affiches publiquement. Il y a des et c'est là où je rejoins un peu Samir, c'est que c'est aussi je veux dire, on peut pas s'attendre à ce que la contestation sociale de l'ordre social s'accentue sans qu'il y ait une contre-réaction derrière, quoi. Je veux dire, malheureusement, ça fait partie du truc. La révolution n'est pas un dîner de gala. Comme dirait un certain ami chinois. Mais tu vois, quelle différence quand tu regardes bien entre ces menaces-là et les menaces qu'on voyait, je sais pas si vous avez vu des vidéos de flics en train de menacer des gens dans la rue en leur disant je vais te casser les dents, je vais te casser le coude, de la brave, etc. Quelle différence? Mais tu vois, de toute façon, c'est les mêmes. Je pense que ces mecs-là, ils doivent être dans les groupes. Ils doivent être dans les groupes en question. D'ailleurs, quand on regarde le tableau, si on pourrait appeler une forme de tableau de la radicalisation actuelle, le tableau réactionnaire, on a parlé de Darmanin, on a parlé des milices d'extrême droite, et on n'a pas parlé du collectif qui a protesté contre les arrestations massives. Non, le collectif. Oh là là. Mais écoutez. Non, je parlais juste du tableau de la radicalisation actuelle, du tableau réactionnaire. T'as Darmanin, on a parlé des milices d'extrême droite, et le collectif qui a été créé contre les arrestations massives, où
à peu près, pour chaque manifestation, il y avait 500 personnes qui étaient arrêtées. 75% des procédures ont débouché sur absolument rien. Donc ça fait partie aussi de pratiques qui visent à intimider, qui visent à faire peur et qui ont été condamnées par les instances les plus... je veux dire, c'est pas des instances de gauchistes, hein, mais des instances fondées sur le droit et qui critiquent la France sur ses méthodes et sur la restriction grave des libertés individuelles, des libertés publiques que sont notamment la liberté de manifester. Et ça fait partie du tableau général qui s'inscrit avec ce qu'on disait sur Darmanin et les ministres d'extrême droite. Il faut quand même une note d'espoir, je veux dire. Oui, il faut quand même une note d'espoir. Et ça veut dire que les fachos se préparent, les fachos sont organisés. Mais on sait aussi que dans ce pays, il y a quand même... on nous entend dans ce pays, il y a quand même des forces qui sont opposées à cela. Il y a quand même des forces, un certain nombre, certes, qui ne sont pas organisées, mais qui sont opposées à cela. Il y a aussi une armée de réserve, potentiellement, entre guillemets, de la révolution, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une armée de réserve qui évidemment, ne souscrit pas à tout cela. Et si nous disons tout cela, c'est pas pour dire il n'y a rien à faire, c'est au contraire pour dire il y a à faire. Il y a toute une jeunesse qui ne veut pas de ce dégueulis fasciste qui est en train de se déverser, de se répandre dans les avenues de ce pays de façon effroyable et dans les médias. Nous savons très bien qu'il y a toute une jeunesse, et heureusement c'est un petit peu ce qui donne du courage. Hein. Il y a toute une jeunesse qui ne veut pas, on la voit, on le dit, hein, il y a beaucoup de jeunes qui sont très mobilisés, même si c'est pas encore suffisant, mais voilà, et c'est sur eux que nous comptons évidemment. Avec un RN qui est vraiment en embuscade. Avec un RN qui attend juste bien les sûr, retombées. Avec vraiment. un RN, alors on le voit bien à chaque déclaration. Il attend juste les retombées, il n'a rien à faire. Il a rien à faire. Alors, nous le disons, mobilisez-vous, engagez-vous, politisez-vous. Organisez-vous ou alors entrez dans des formations qui nous semblent intéressantes, hein, de votre choix. D'accord, il y en a quand même quelques-unes, hein, je veux dire, même au plan politique institutionnel. Hein. Il y a la FI, ou il y en a d'autres, ce que l'on veut, ou d'organisations d'extrême gauche, mais en tout cas, il est absolument urgentissime, hein, de s'engager. Le regretté Stéphane Hessel, qui nous a quittés il y a quelques années, qui était une figure éminente, une grande figure, un grand humaniste, hein, et ancien résistant, etc., disait aux jeunes, à l'époque, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Indignez-vous hein, », où il demandait à toute la jeunesse de s'indigner, de ne pas laisser faire les choses, etc. etc. Eh bien, nous disons « Engagez-vous hein, ». Et puis, engagez-vous, comme on dit à la Légion aussi. Radicalisez-vous. Alors, on va passer au sujet suivant. Je suis désolé, on est un peu en retard. On va finir avec la chronique de Samir. La première de la chronique de Samir qui s'intitule... Alors, déjà, on va tester ton micro. Est-ce que mon micro fonctionne? Dites si vous entendez bien Samir, parce que ça serait dommage que... Et je demanderai à la technique, s'il vous plaît, essayez pas de régler les micros là. On va juste essayer d'avoir les bons micros jusqu'à la fin. Samir, ça marche. Donc, ne touchez plus à rien. Samir, ça marche. Samir, ça marche. Voilà. On va... la chronique de Samir qui s'intitule... Chronique Labac. Chronique Labac. Pourquoi Chronique Labac? Disons que donc c'est une chronique, donc je vais un petit peu chroniquer des choses, tu vois, des événements, etc. Et puis bon, j'ai un petit gimmick qui est Nick Labac, donc je me suis dit que associer les deux, ça pourrait être pas mal. Donc du coup, Chronique Labac. Voilà. Il y a eu une grosse recherche. Merci d'avoir expliqué, vraiment merci d'avoir expliqué Chronique Labac, parce que je pense que beaucoup de gens ne comprenaient pas le jeu de mots. Non, mais j'avais envie de donner cette explication. D'accord. Ça servait à rien, voilà, d'accord. Ça fait plaisir. En tout cas, maintenant vous savez pourquoi Chronique Labac et qu'est-ce que tu vas nous parler, de quoi tu vas nous parler pour cette première chronique. Je vais vous parler. Viens dans le micro. Voilà, déjà, j'ai envie de dire que dans cette chronique, vous êtes susceptible d'être mis un peu à contribution. D'accord. Je compte sur votre... Tu es prêt à ça qu'on parle? Oui, bien sûr. Donc je serai éventuellement amené à vous solliciter. T'inquiète, Youssef parlera pas. Comme vous le savez sûrement... on n'entend pas Samir? Non. Non, normalement, les gens ont dit qu'ils entendaient... Tiens, prends le micro. Ouais, vas-y, tiens. Hop. C'est une dinguerie. En plus, j'aime bien comme ça. Donc, comme vous le savez sûrement, je parle au chat, hein, pas à vous, on vit depuis quelques jours le mois saint du Ramadan. C'est le mois de la révélation. C'est en effet durant ce mois que les premiers versets du Coran ont été transmis au prophète de l'islam, Mohammed, que la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui, par l'archange Gabriel. Et c'est aussi l'un des 5 piliers de l'islam, le Ramadan. D'accord. Ouais. Donc, est-ce que vous connaissez les 4 autres? Vous oui. êtes 4, alors chacun un. Avec pèlerinage. Profession de foi. Ouais. La zakat. La zakat. Le pèlerinage. Voilà, parfait. C'était juste. Après, alors, LV1. Non, mais on monte progressivement. Donc
du coup, ça confirme que donc, PDH est un repère d'islamo-gauchiste. Donc, durant ce mois, les musulmanes et les musulmans du monde, Zarma inclusif, jeûnent entre le lever et le coucher du soleil, et c'est également un mois de prière et de renforcement des liens familiaux. C'est un moment très attendu par les musulmans, mais pas que. Il y a aussi tous les autres qui attendent la fin du ramadan pour nous gratter des gâteaux arabes. Est-ce que tu veux que je fasse le prompteur ? Ouais. Moi, si tu veux. Ouais. Alors, pour ceux qui pratiquent l'islam et qui respectent le ramadan, on sait qu'il faut gérer son alimentation, son sommeil, son humeur. Perso, c'est le plus dur. C'est le plus dur. C'est de gérer mon humeur, je sais pas pour vous, pour retirer le plus grand bénéfice de cette période. Et tout simplement, continuer à vivre le plus normalement possible. Une autre catégorie de personnes, les sportifs, pour eux, cette problématique se pose de manière encore plus forte, encore plus aiguë. Et tout particulièrement pour les sportifs de haut niveau, les pros, qui doivent s'entraîner quotidiennement, continuer à participer aux compétitions, tout en accomplissant leur jeûne. Tout ça en même temps, c'est chaud. Donc, être sportif, professionnel respect à eux, à tous ceux qui... Les pilotes d'avion, etc., c'est incroyable. Voilà, mais là, on parle aujourd'hui des sportifs. Tu vas comprendre pourquoi. Ouais. C'est une bonne... Non, mais ta remarque était tout à fait pertinente. C'est le cas, par exemple, des footballeurs, Youssef. Certains d'entre eux respectent le ramadan, donc font le ramadan, et doivent donc être vigilants pour rester performants tout en respectant leur foi. Le jour du match, si le match a lieu en soirée, les joueurs ont besoin de s'arrêter 1 ou 2 minutes pour, comme on dit, couper le ramadan, couper le jeûne. C'est-à-dire interrompre leur jeûne. Souvent, il y a une tolérance de la part des équipes et des arbitres pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Ou même une totale indifférence, car il s'agit simplement de boire. Enfin, je pense que vous avez déjà vu ça, surtout pour ceux qui regardent le foot. Voilà, ça, des fois, pendant le mec il va sortir, on va lui jeter une date ou une bouteille d'eau, etc. Donc, ceux qui arrivent durant toute la rencontre, à tous les acteurs du match, en fait, pas spécifiquement à ceux qui pratiquent. Il ne s'agit pas de réaliser une prière ou un rituel complexe, tu vois, comme c'est simplement reprendre son alimentation. C'est ça en fait, couper le jeûne. Je vous explique pas à vous, j'explique à ceux c'est bien, tu fais de la pédagogie. Voilà. Tu fais de la pédagogie. Il y a aussi des petites techniques pour interrompre le jeu, comme le fait de simuler une blessure pour faire venir les soigneurs et donc s'alimenter et s'hydrater rapidement en scred, comme on dit. Alors attends, comme dirait l'autre. J'aime bien parce qu'il a mis les smileys aussi sur son truc, c'est-à-dire attendez, il s'est fait rire. Non, je pense que lui-même s'est fait rire. C'est-à-dire en décrivant ça. Tu vois le manque de respect. Non mais t'as eu le manque de respect. Mais en décrivant ça, il a dit. Mais non, mais c'est pour donner la tonalité. Ah d'accord. Donc toi tu balances mes trucs. Donc maintenant j'ai le droit de balancer tes trucs. Vas-y, t'as le droit. Bon, perso, non, tranquille, au contraire, t'es ouf. Bon, perso, je suis pas fan car je considère que les choses doivent se faire de manière franche et sans faux semblant. Comme ça, moi je suis honnête, tu vois. On se dit les choses. Voilà. En Italie et en Allemagne, il y a eu plusieurs témoignages de joueurs qui ont été autorisés à rompre le jeûne et cela n'a pas semblé provoquer la moindre polémique. En Angleterre, pays sûrement le plus progressiste en la matière, il y a encore une plus grande tolérance et les joueurs de première ligue sont autorisés à rompre le jeûne, donc c'est officiel. Ouais. Je suis où ? L'autorisation. Voilà, avec l'autorisation des arbitres. Une première dans les grands championnats et une décision forte en Europe, dans un contexte où les musulmans sont de plus en plus stigmatisés et discriminés. Par exemple, on a pu voir le stade de Chelsea organiser un iftar géant, tu vois, pour un petit peu, accompagner ce mouvement d'intégration, quoi, tout simplement, en fait. Pour un exemple, je me rappelle pas, il y avait pas une Liverpool qui avait fait une chanson un peu sur Salah, en mode presque converti à l'islam et tout. Les musulmans. Ouais, vraiment. Vraiment, ils sont plus ouverts sur ces questions-là. Genre, si j'étais musulman, je voudrais être comme Salah. Ouais, des trucs comme ça et tout. Et alors de la même manière que je suppose qu'ils fêtent Noël et d'autres fêtes, je veux dire. Mais en tout cas, voilà, on peut dire que c'est assez, c'est assez iconoclaste, quoi, dans le paysage européen. Et en France, me direz-vous, Youssef, et en France, suspense, comment ça se passe d'après toi? Il n'a pas de micro, miskin. Prends le micro volant. En
France, ça se passe très bien, pourquoi? Non, mais de ce point de vue-là, du point de vue de la règle, de la tolérance. Mais j'en suis sûr, ça se passe très bien, parce que la République aime ses enfants. Voilà. Enfin, celle qu'elle reconnaît comme ses enfants. J'en attendais pas moins de toi. Eh bien, une fois encore, la France, et en l'occurrence la Fédération française de football, s'est illustrée négativement, bien sûr. Et étant donné les antécédents de cette fédération, notamment sous la direction de Noël Le Graët, de sinistre mémoire, cela ne nous étonne pas plus que ça. Le Graët, donc l'ancien président, a dû récemment démissionner suite à l'audit mené au sein de la fédération, audit qui a mis au jour des pratiques plus que douteuses. Le document, l'audit, pointe des prises de position publiques déplacées. On se souvient de sa sortie sur Zidane, où il avait dit qu'il ne prendrait même pas Zidane au téléphone. Bon, il avait à peu près 2 grammes, deux grammes dans le sang. Et le doc pointe également le comportement inapproprié. Il avait 2 grammes de sang dans l'alcool. Ouais, peut-être. Le doc pointe également le comportement inapproprié vis-à-vis des femmes, notamment à travers des SMS ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres. D'ailleurs, Morandini. Voilà. Morandini, voilà, jurisprudence Morandini, c'est bon, j'ai droit. Attends. Donc, sans parler des affaires plus anciennes concernant le racisme dans le football, on se souvient des quotas et autres réjouissances. Pour rappel, Noël Le Graët avait déclaré en 2020, je cite, c'est énorme, sur un match, il peut y avoir des écarts, mais on est à moins d'1% de difficulté aujourd'hui. Quand un black, oh là là. je te jure, il a dit ça, quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport et dans le football en particulier n'existe pas ou peu. Parce que les gens se lèvent, parce qu'il y a un noir à marquer. Alors même les racistes sont d'accord, sont contents quand on marque pour son équipe, tu vois. Il n'y a pas de souci. Même les nazis au PSG. Di Canio et tout, il a joué avec des noirs, quoi. Le racisme n'existe pas. Quelques mois avant cette déclaration, le patron de la FFF avait demandé aux arbitres de ne pas arrêter les matchs en cas de cris racistes. What else, ma gueule. Alors là, c'est... Je fais le smiley. Il y avait... Samir, il y avait Paris qui avait fait des fichiers spécifiques sur les blancs, sur les noirs, etc. où ils demandaient aussi des quotas par rapport à, par exemple, les noirs étaient considérés comme plus physiques, plus robustes, etc. Dans les centres de formation. Dans les centres de formation pour l'équipe professionnelle sous Laurent Blanc. Voilà. Donc, pas mieux. Voilà. Donc c'est sans surprise et malgré la nomination d'un nouveau président, Philippe Diallo. C'est un Renoir. Là, justement, j'avais une petite passe D à Wissam. On pourra en parler du débat sur la représentation ultérieurement, Wissam. Qu'on apprend que la FFF a envoyé un mail à tous les arbitres et à tous les officiels pour leur signifier qu'ils ont interdiction d'interrompre les matchs pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne. C'est vraiment interdiction, c'est-à-dire il n'y a même pas... Interdiction. C'est une circulaire, c'est une directive. Voilà. Voici une déclaration de Eric Borghini, président de la commission fédérale des arbitres. Il a été porté à la connaissance de la fédération des interruptions de matchs suite à la rupture du jeûne du Ramadan. Ça a été remonté, donc il y a eu de la poucave. non mais ça part d'une poucave. C'est pour ça qu'on est vraiment dans un contexte très local. Mais c'était dans les matchs... Alors, match amateur. D'accord, mais attends, un match amateur, ils vont pas nous casser la tête. Ces interruptions ne respectent pas les dispositions des statuts de la FFF. L'idée qu'il y a un temps pour tout, un temps pour faire du sport, un temps pour pratiquer sa religion. Selon lui, la FFF a été informée qu'un certain nombre, écoutez bien, un certain nombre de rencontres de niveau amateur ont été arrêtées pour permettre aux joueurs pratiquant le jeûne de s'hydrater. Mais c'est... Qui s'arrêtent pour s'hydrater ? Bien sûr, normalement, ils boivent pas. Ils mangent pas. Voilà. Ils meurent. Ça, c'est le premier point. Et en plus, le second point, je suis le football amateur assez régulièrement. Et voilà, ça me paraît plus qu'étonnant, puisque la quasi-totalité des matchs amateurs ne se déroulent pas le soir. Oui, c'est ce que je me disais. Je me disais, mais quel match ils ont lieu en après-midi ou en début de soirée. Donc déjà... C'est bancal leur. Il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Il n'y a pas un synonyme. Voilà. Il y a baleine sous. Il y a baleine sous pierre. Il y a baleine sous rocher. C'est baf, ça va. Surtout comment tu différencies. Donc par définition, on n'a pas à couper le jeûne en journée. Il y a très peu de matchs concernés au final. Et même dans le milieu professionnel, je veux dire, ça va concerner que quelques matchs, que quelques joueurs. On parle d'un phénomène assez, je veux dire, restreint dans le. Didier Digard, l'entraîneur de Nice, interrogé à ce sujet en conférence. Parce qu'il y a eu des réactions, d'accord, suite à
suite. Je suis sûr, alors je peux faire une précision. Je suis sûr, c'est un musulman caché, Didier Digard. Sa barbe et tout, c'est un musulman caché blanc qui s'est converti à l'islam. Ouais, mais tu vas voir que sa position, elle est chelou. Elle est chelou. Donc, bien sûr, il y a eu des réactions. Donc, il y a eu ces deux qui m'ont intéressé. Bon, Didier Digard, donc l'entraîneur de Nice. On connaît l'Angleterre. On sait qu'ils sont plus ouverts que nous sur le sujet et ça a toujours été. Ça serait bien que la France le fasse, mais ça ne me pose pas de souci. Ça ne pose de souci à personne qu'il ne le fasse pas. Sous-entendu, autorisé à couper le jeune. Pas très courageux le Didier sur ce coup-là. C'est-à-dire que en fait, ce qu'il dit, alors peut-être que je sais pas si j'ai bien transcrit ça. Ouais. Mais en gros, c'est dire en fait, attends, parce que il ajoute quelque chose après. Ouais. Il ajoute parce qu'on est dans un pays laïque, on n'est pas dans un pays musulman. Il faut accepter le pays dans lequel on vit. Voilà, lui en gros, tu vois, je vois. Tu vois, à Nice, de nombreux joueurs de confession musulmane font le ramadan, selon Digard, cela ne pose aucun problème. Donc si tu veux, il est un peu macroniste, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ça ne le dérange pas qu'il y ait des mecs qui fassent le ramadan, mais en même temps, s'il y a une règle, bah faut la respecter. Tu vois, c'est-à-dire il se mouille pas. Digne a réagi. Mais attends, mais Néné 42, attends. Néné 42, c'est pas mon frère? Est-ce que c'est toi? Je veux dire, ça serait chelou qu'il y ait mon frère sur. Ouais, il y a eu beaucoup de réactions, mais ces deux-là m'intéressaient. Et c'est surtout, voilà, donc bon, on va dire Digard, il avait une réaction, on va dire, un peu mitigée. Et il y a surtout celle d'Antoine Camboiré qui a beaucoup attiré l'attention ce week-end. L'entraîneur du FC Nantes a exclu du groupe le joueur Jawen Adjam. Ouais. Donc c'est un jeune joueur qui joue pour la sélection algérienne. Et il a même déclaré en conférence de presse, ils sont 6 à faire le ramadan et c'est seulement Adjam qui n'a pas voulu rompre son jeûne. Quand tu ne manges pas avec moi, bah, tu n'es pas dans le groupe, tu n'es pas sélectionné. Et il a ajouté que pour lui, ce n'était pas une sanction, le fait d'être exclu du groupe. Ouais. Mais MDR, Antoine, depuis quand être exclu du groupe, ce n'est pas une sanction? Dans les faits, tu empêches, Antoine, un joueur d'exercer sa profession de footballeur. Donc, tu l'as sanctionné. Pas toi, Antoine, pas après tout ce que tu as fait. Vraiment, non, mais moi, je l'aimais bien, Antoine. Ah ouais? Ouais, moi, je l'aimais bien. Je veux dire, et là, franchement, ça m'a déçu, tu vois. Et Camboiré, en plus, il utilise l'argument sportif, qui est totalement discutable. On va le voir juste après. Parce que, voilà, en gros, c'est la théorie, ça serait de dire que ça amoindrit les performances, les capacités, tout ça. Mais on est en droit de penser que ce sont des ressorts beaucoup plus politiques qui sont en œuvre. Sache-le. Il y a un ressorts secrets. De doigts, il était préparé, lui. Oui, on peut légitimement penser que c'est un climat global d'islamophobie qui règne depuis de trop nombreuses années en France, qui façonne lentement les esprits. De telle sorte que les manifestations, même les plus dérisoires, comme le fait de boire un peu d'eau pour rompre un jeûne, soient vécues comme une offensive islamiste. Aviez-vous entendu de ce sujet il y a 20 ans, franchement, le ramadan dans le football? Ouais, mais pour eux, ça va être la preuve de l'islamisation qu'on en parle maintenant. Mais il y avait déjà des joueurs, plein de joueurs. Oui, bah oui, je suis d'accord. Je crois que cela relève d'un agenda politique qui ne m'appartient pas d'analyser car je n'ai pas le niveau. Ah mais non, mais c'est Samir qui dit ça. C'est bientôt fini. L'ironie du sort, c'est que de nombreux joueurs musulmans se sont illustrés dans les plus grands championnats d'Europe ce week-end. Des buts, des passes, des gestes défensifs, en veux-tu, en voilà. Le 9. Karim Benzema a mis un triplé en 7 minutes alors qu'il était dans son jeûne du Ramadan. Omar Ben ne jeûnait pas. Et c'est comme... n'avait pas jeûné, il aurait mis 14 buts. Donc pas sûr que ce soit un handicap finalement. Omar Bendera a arrêté un penalty. En tout cas, cette polémique met en lumière une des manifestations du racisme institutionnel et il nous appartient d'y répondre politiquement en nous organisant d'une part et en soutenant les organisations comme le CCIE, ex-CCIF, donc le CCIE qui est le comité collectif contre l'islamophobie en Europe. Et pour finir, j'adresse un salam et un bon ramadan au jeune arbitre qui a dénoncé l'affaire, parce qu'en fait, ça a été sorti par un jeune arbitre qui a pris le risque, tu vois, de mettre en péril sa carrière d'arbitre, et parce qu'il ne souhaitait pas, justement, appliquer cette directive islamophobe. Et à Jawen Adjam, donc le joueur du FC Nantes, qui a refusé d'interrompre son jeûne. Barakallahu fikoum, les refs. Merci. Voilà. Alors... Sartek. Là, c'est écrit les refus. Hein. Toi, t'es mort la prochaine fois.
Merci beaucoup Samir pour cette chronique, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ça? C'est vrai que c'est chelou le truc, parce qu'en plus il faut se dire que c'est juste, l'interruption ça doit durer quoi, 30 secondes je veux dire, comment tu différencies quelqu'un qui va oui, boire en plus c'est juste boire, t'es en mode... C'est juste boire, il va pas faire le tour, il va pas manger. Non mais c'est exactement ça. Dans le micro, au nom de la République. C'est qu'en fait, juste pour répondre à ça, et après je laisse la parole aux autres, c'est que en fait, dans les faits, ils vont boire. Ils vont boire. Sauf que là, ce qu'on dit, c'est est-ce que c'est mieux de dire bah voilà, on arrête une minute, vas-y, tu le fais et puis on passe à autre chose. Alors que là, en fait, ça amène à soit à des conflits ou soit à des phénomènes de dissimulation, c'est-à-dire je me suis fait mal et puis le gars il lui donne de l'eau. Donc là c'est juste qu'on a envie de jouer franc jeu en fait. Oui, ils vont trouver des combines, et comme c'est ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en plus il y a des pauses fraîcheurs pendant l'été et tout, c'est pas un truc impossible, ça a déjà été fait. Il y aura une VAR spéciale, surveillance de Pourquoi tu parce qu'il jeûnait. Oui, c'est ça. mais tu as raison. Non, mais c'est vrai. Alors je sais pas si vous avez entendu, mais il a dit est-ce qu'il a bu parce qu'il a soif ou est-ce qu'il a bu parce qu'il jeûnait. Mais non, mais c'est exactement la même chose. Alors d'abord d'une chose, c'est le signifiant qui dit comment qu'il dépasse le signifié. Non, mais de toute façon, ça c'est une règle. C'était pareil pour l'histoire du hijab. Hein. Une femme porte un voile. Est-ce que c'est un voile à connotation musulmane ou c'est parce que simplement elle a envie de porter un voile? Et actuellement, on a la même chose avec les robes longues dans les écoles. Je sais pas si vous savez. Hein, les abayas. Exactement, elle a une robe longue. Est-ce que c'est une signification? On est dans ce délire. Mais ils vont plus loin dans ce sens, ils vont plus loin que dans la religion, parce que dans la religion t'as un peu un truc, l'intention c'est dans ton cœur, je veux dire, tu fais le truc, on va pas chercher eux, non, on veut savoir ton intention au fond de ton cœur, ce que tu penses et tout, c'est un truc de ouf. Bien sûr. Et alors autre chose concernant cette affaire, mais en fait les équipes de France à l'époque de la colonisation avaient des musulmans. On sait très bien qu'il y avait les Algériens notamment qui étaient notamment dans tous les clubs de France à l'époque coloniale. Il y avait des Algériens, il y en a toujours, vous me direz, des Français d'origine algérienne, mais là qui étaient des Algériens colonisés et qui pendant les matchs, de toute façon, rompaient le jeûne lorsque des matchs se déroulaient le soir. Mais à l'époque, on s'en fichait complètement parce que la France, à l'époque, se présentait comme étant une puissance musulmane, et était fière de ses musulmans, etc. Mais c'est extraordinaire de voir comment tout change dès l'instant où l'islam devient, où la France repousse cet islam qu'auparavant, elle prétendait accueillir. Vous vous souvenez bien de cette fameuse déclaration de Le Pen, je dis bien de Jean-Marie Le Pen, lorsqu'il est député poujadiste à l'Assemblée, et où il dénonce les nationalistes algériens qu'il considère comme étant des racistes, parce qu'ils prétendent que les musulmans ne peuvent pas vivre avec les Français, les autres Français. Et à cette époque, il se met à défendre les musulmans au sein de la République française. Mais c'est quelque chose qui est connu, c'est absolument incroyable. Oui, tu nous as dit 3 fois, 3 l'a dit, tu nous l'as dit. Comment? Tu nous l'as dit, 3 l'a dit ça. Oui. Cette anecdote. Voilà. Il va falloir créer un corps spécial d'arbitres pour surveiller l'hygrométrie religieuse des joueurs. Pourquoi a-t-il mangé une date? Omar, ça sera la brigade anti-chétan. Voilà. Mais en plus, et ce que vont dire les opposants, ils vont dire, mais imaginez-vous, si on généralise ça, imaginez-vous, si les chrétiens les chrétiens demandent un tel, si les trucs demandent, si les juifs demandent ça, et je suis fait. Ça, c'est le problème. Les joueurs de footballeurs chrétiens qui rentrent sur le stade et qui font le signe de la croix. Oui. Normalement, ils devraient être aussi. Donnez le micro à. Non, mais il n'y a que les micros sans fil qui marchent là. Il faut qu'on les règle. Il devrait avoir une contravention pour gesticulation religieuse. Non, mais voilà, en plus. Comme ça, et puis on va aller de plus en plus loin dans l'absurdité, dans la stupidité. Je pense que. Mais c'est ça. Mais juste. Mais en plus, je veux dire, cette abstraction de dire, imaginez que les chrétiens feraient pareil. Mais d'accord, mais ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je veux dire, là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a beaucoup de joueurs musulmans qui demandent juste 1 minute pour manger. C'est tout. Je veux dire, arrêtez. Si on va dans les abstractions, on veut dire, on peut tout imaginer et n'importe quoi. Sauf que ça n'arrive pas. Il y a pas cette question-là qui se pose. Donc, ça sert à rien d'aller dans cette argumentation. On va couper là, juste pour. On va couper. Il y a Aurélien Barraud qui est arrivé en plus. Monsieur Aurélien Barraud, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On va régler les micros pour l'émission d'après. On va faire une petite pause, le temps de manger et tout. On va arriver vers un peu avant 21h, je pense.
La semaine prochaine, on va recevoir Fedo normalement comme invité. Fedo, celui qui s'occupait du squat. On va discuter avec lui et tout. Fedo. Et dans 2 semaines, on recevra Lissel Quiros pour discuter de ce livre-là, Pensée décoloniale. Donc, on en rediscutera. J'aurai le temps de faire les annonces. Qui fait sa chronique la semaine prochaine Je sais pas. Youssef, tu fais ta chronique la semaine prochaine ou... Et tu sais ce que c'est ta chronique alors? Non, pas encore. Mais non, d'accord. Il va peut-être faire une chronique. Moi, j'ai une suggestion, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du procès de l'attentat de la rue Copernic. Voilà. Oui, ça peut être intéressant. Oui, d'autant plus que comme c'est alors, vraiment que... Oui, d'autant plus qu'ils veulent à nouveau inculper Hassan Diab, voilà. Et qui est au Canada. Lundi prochain. On pourra éventuellement. On en parlera lundi prochain. Je suis désolé, je coupe très vite parce qu'on est très en retard. On va couper les micros et on se dit à dans 30-40 minutes. À tout de suite.